Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 4e webinaire de l'Institut de la main. Comme vous le savez peut-être, l'Institut de la main a la vocation, depuis sa création en 1972, de partager les connaissances et d'améliorer les techniques chirurgicales dans la prise en charge des pathologies du membre supérieur. Dans une approche pluridisciplinaire, nous travaillons en collaboration avec les médecins rhumatologues, neurologues, rééducateurs et des kinésithérapeutes afin d'optimiser cette prise en charge auprès des patients. Du fait que le diagnostic reste une étape clé avant toute thérapeutique, nous vous proposons une série de 3 webinaires mensuels dont la thématique ciblera des pathologies plus courantes comme la tendinite de l'épaule, l'entorse du poignet et les douleurs de la colonne du pouce. Ces 3 webinaires seront l'occasion de reprendre les éléments fondamentaux dans la démarche diagnostique et d'actualiser les derniers traitements proposés. Ce premier épisode est dédié aux douleurs de l'épaule dans le cadre des tendinopathies de la coiffe des rotateurs et toute l'équipe médico-chirurgicale de l'Institut est présente ce soir. Avec le docteur Serran, qui est récemment arrivé à l'Institut, nous ferons le point sur la démarche diagnostique, puis le traitement médical et la prise en charge en rééducation seront abordés par les docteurs Dib et Gozlan. Enfin, les docteurs Valenti et Bougueroui feront le point sur les traitements des différentes tendinopathies. Sur la droite de votre écran, vous avez le chat. N'hésitez pas à y poser des questions. Nous l'animerons avec le docteur Valenti. Ces questions peuvent être posées soit en français, soit en anglais à votre convenance et nous y répondrons au fil du webinaire. 2 sondages sont également prévus afin de partager votre expérience dans cette pathologie. Il vous suffira de cliquer lorsque celui-ci sera affiché sur la partie droite de votre écran. Je vous souhaite un très bon webinaire et je cède la parole au docteur Serran pour la première présentation concernant l'examen clinique d'une tendinite de l'épaule. À toi, Julien. Bonsoir à tous. Je vais donc vous parler de l'examen clinique d'une épaule douloureuse dans un contexte de tendinite ou de rupture des tendons de la coiffe. C'est une pathologie qui est fréquente, qui touche 25% des plus de 50 ans et qui a un coût social-économique très important. En effet, en 2009, ça représentait 32% des TMS indemnisés. Donc la connaissance de cette pathologie est fondamentale pour faire le diagnostic et pour prendre en charge correctement nos patients. La base, c'est comme souvent l'anatomie, en médecine et en chirurgie. Il se trouve que l'anatomie de l'épaule est particulièrement complexe. Elle regroupe 3 articulations, 14 muscles et tendons, et tous les nerfs du membre supérieur passent à proximité. Néanmoins, on peut essayer de la simplifier. On peut schématiquement représenter l'épaule comme une maison. Le rez-de-chaussée étant l'articulation gléno-humérale avec le cartilage de la glène, le cartilage de la tête humérale en face, en avant la face profonde du sous-scapulaire et au-dessus la face profonde du supra et de l'infraépineux. Le premier étage ensuite au-dessus, c'est en fait la boursoacromiale avec la face superficielle des tendons supra et infraépineux et la face profonde de l'acromion et du deltoïde. Le dernier étage, ou le grenier, c'est l'articulation acromioclaviculaire. La connaissance de ces espaces et de ces limites va pouvoir vous permettre de bien choisir le traitement, par exemple d'injecter une infiltration au bon endroit. L'examen clinique à proprement parler répond au plan standard, en commençant par un interrogatoire qui va servir à classifier grosso modo les patients. Typiquement, le sportif de 30 ans sera plutôt sujet à des tendinopathies, alors que l'homme 50 ans passé, avec des douleurs à son membre dominant, sera plutôt sujet à une rupture de coiffe. L'examen clinique ensuite se poursuit par l'inspection. On cherche notamment des signes d'amyotrophie en regardant la face postérieure avec des amyotrophies de la fosse sus et infraépineuse. On peut aussi trouver un signe de Popeye qui correspond à la rupture du long biceps. L'étude des mobilités commence par les mobilités actives. On fait bouger le patient dans tous les plans de l'espace. Et ensuite, les mobilités passives, c'est l'examinateur qui fait bouger le bras du patient. Elles sont comparatives, bilatérales, et on peut déjà en déduire pas mal de choses. En effet, lorsqu'on a une limitation active isolée, lorsque le patient n'arrive pas à bouger, mais que vous y arrivez, on peut être en présence généralement d'un problème musculaire, pourquoi pas d'une rupture de tendon. Une limitation passive, donc un blocage mécanique lorsque vous cherchez à faire bouger le bras de votre patient, signe une raideur, par exemple sur une capsulite ou une arthrose. Le testing tendineux, quant à lui, va chercher à démembrer l'épaule, tendon par tendon, et à faire la part des choses entre rupture, tendinite. À l'examen, une rupture, c'est une faiblesse au testing. Une tendinite, ça sera plutôt une douleur. Personnellement, j'aime bien commencer par les examens coude au corps, donc avec le sous-scapulaire, le rotateur interne. Il y a plusieurs tests descrits. Je vous propose ici le test de Gerbert et le belly press test qui se réalise main sur le ventre. On demande au patient de pousser les coudes vers l'avant contre résistance.
Il y a ensuite le testing des rotateurs externes. On commence par l'examen de l'infraépineux, donc rotation externe contrariée avec les coudes au corps. Et ensuite, on peut examiner de façon plus spécifique le teres minor en mettant le bras à 90 degrés d'abduction et en demandant encore une rotation externe contre résistance. Une douleur, ça peut être un argument pour une tendinite. Une vraie faiblesse, une perte de force, c'est un argument pour une rupture. Il y a aussi d'autres signes lorsqu'on examine les rotateurs externes, comme le lag sign, qui est l'impossibilité à maintenir le bras en rotation externe, ou le signe de Clairon, qui sont des arguments supplémentaires pour une rupture des rotateurs externes. Le long chef du biceps, quant à lui, n'est pas un tendon à proprement parler de la coiffe des rotateurs, mais il passe dans l'articulation. Il est souvent impliqué dans les phénomènes douloureux ou inflammatoires au niveau de l'épaule. Il se teste par le palm-up test. On demande au patient de monter le bras contre résistance, paume en l'air, à 90 degrés d'adduction. Enfin, le fameux supraspinatus avec le test de Job, qui va se réaliser le bras à 90 degrés d'abduction, 30 degrés d'antépulsion afin de mettre le bras dans le plan de la scapula. Et pareil, on va appuyer une force pour essayer de déclencher douleur ou démasquer une perte de force. Les tests de conflit, comme les tests de Neer, Hawkins et Yokun, n'ont pas de grande valeur dans ce contexte car ils vont être souvent positifs, générer de la douleur sans nous renseigner sur l'état de la coiffe. Et enfin, on peut terminer par l'examen de l'articulation acromoclaviculaire, qui est souvent pathologique, cliniquement ou radiologiquement, rarement douloureuse, elle se palpe et se mobilise en cherchant à déclencher une douleur. Donc on est face à un problème fréquent qu'il faut bien connaître afin de pouvoir accompagner son patient dans les démarches diagnostiques et les démarches thérapeutiques qui peuvent être longues. La connaissance de l'anatomie est indispensable, elle permet de réaliser un examen clinique qui est indispensable lui aussi, mais qui ne remplace pas des examens radiologiques. Et je vous propose donc de répondre au sondage que nous allons vous introduire. Quels examens d'imagerie prescrivez-vous dans le cadre d'une tendinite? Aucun. Radiographie ou échographie? Est-ce que vous prescrivez une IRM, un arthroscanner ou une arthro-IRM, toujours dans le cadre d'une tendinite? Là, on a une grande majorité de radiographie et échographie, 60%, 60%, IRM 20%. Bon, c'est intéressant, ça va nous permettre de discuter après. Donc, je passe la parole à Anne. Merci à tous. Merci Julien. Effectivement, ce petit sondage est intéressant parce qu'on arrive très fortement en tête après sondage complet que c'est le bilan de base serait la radiographie et couplé à l'échographie. Alors moi, je vais vous parler du bilan d'imagerie dans les tendinites de la coiffe des rotateurs. Donc pour moi, ce bilan d'imagerie est forcément en complément de l'examen clinique. Il est adapté en fonction de la pathologie recherchée et donc à viser surtout diagnostic et avec aussi des éléments thérapeutiques. Alors le premier examen, c'est la radiographie. La radiographie comprend en général 3 incidences de face, en rotation neutre, en rotation interne et en rotation externe, et un profil de l'AMI. Mais me diriez-vous, dans les tendinites, est-ce que la radiographie sert à quelque chose? Oui, la radiographie est très intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle nous permet d'estimer l'espace sous-acromial, dont la normale est à 6 mm. Si la tête humérale s'ascensionne, ça signifie petit à petit qu'on a une lésion de la coiffe des rotateurs et cette ascension peut aller jusqu'à la néo-articulation avec l'acromion. On verra aussi la morphologie de l'acromion selon la classification de Bigliani, allant d'un acromion très plat jusqu'à un acromion franchement courbe. Ça permettra aussi de dépister les tendinopathies calcifiantes avec cette volumineuse calcification intratendineuse du supraépineux. Et également d'explorer les internines articulaires au niveau de l'espace gléno-huméral et au niveau de l'acromion. Par ailleurs, cette radiographie va nous permettre aussi d'estimer l'angle de couverture acromiale. Cet angle est la mesure entre la verticale de la glène et le bord latéral de l'acromion. Si cet angle est élevé, on sera plutôt dans le cadre d'une rupture de coiffe, et si cet angle est plus modéré, plutôt dans le cadre d'une arthropathie gléno-humérale. L'échographie est un examen qui est simple, non invasif, peu onéreux, bilatéral, dynamique et surtout très accessible. Cependant, il faut un appareillage haut de gamme et un radiologue expérimenté. Et si vous avez ces deux conditions réunies, vous avez en fait une très forte corrélation entre les images échographiques et ce qu'on peut voir sur l'arthroscanner. L'échographie est donc un examen de débrouillage pour une tendinopathie a priori non rompue.
L'IRM permet elle aussi l'analyse de la coiffe des rotateurs et aussi de toutes les structures périarticulaires au niveau de l'articulation acromio-claviculaire, la bourse sous-acromiale et le deltoïde. Il donnera une exploration plus fine de la coiffe des rotateurs en distinguant des ruptures partielles des ruptures complètes. Et pour moi, ça reste donc un examen de seconde intention pour une tendinopathie a priori rompue ou douteuse. Dans le cadre des ruptures de coiffe, elle permettra aussi une exploration à visée thérapeutique en mesurant la réaction tendineuse selon la classification de Patz et en mesurant aussi la dégénérescence graisseuse selon la classification de Gouttalier. Ici, nous avons une dégénérescence graisseuse de grade 4, où il y a plus de graisse que de muscle au niveau du sous-scapulaire. L'arthroscanner est un examen aussi très précis pour l'exploration de la coiffe des rotateurs et l'ensemble des articulations de l'épaule. Cependant, ça reste un examen invasif qui est parfois couplé à une infiltration pour un premier temps thérapeutique. Lui aussi permet une étude complète de la rupture de coiffe, aussi bien au niveau de son étendue, de sa rétraction et au niveau de l'atrophicité musculaire. On a aussi une exploration des articulations acromio-claviculaires et gléno-humérales, où on peut observer des dislocations gléno-humérales dans le cas des ruptures antéro-supérieures ou une arthrose gléno-humérale. Compte tenu de son caractère invasif, il reste un examen réservé au bilan opératoire. Donc, pour faire une petite synthèse, le bilan d'imagerie est toujours en complément de l'examen clinique. De première intention, on prescrira radiographie et échographie. Si ce bilan ne permet pas d'accéder au diagnostic, nous irons à l'IRM pour avoir une analyse complète de l'épaule. Et l'arthroscanner restera réservé au dossier où on a un doute diagnostique ou au bilan préopératoire. Je vous remercie de votre attention. Donc, je reviens sur le sondage. Au final, le panel est d'accord avec toi, Anne. On a 60% d'échoradiographie en première intention et l'IRM suit, mais loin derrière, à 32%. Donc, oui, mais je pense que l'IRM est forcément un examen très intéressant puisque avec maintenant la qualité des imageries et sa disponibilité, au départ on avait un problème d'accessibilité à l'IRM, maintenant c'est de moins en moins le cas, mais je pense que cette IRM doit être quand même en complément d'une radiographie parce que sur l'IRM, c'est un examen qui est particulièrement sensible et si on a une grosse calcification intratendineuse par exemple du supraépineux, l'IRM peut être mise en défaut et nous décrire une rupture de coiffe alors qu'on est sur une tendinopathie calcifiante. Tout à fait d'accord. Ouais, je crois qu'il faut insister sur le fait qu'on voit parfois des malades avec une IRM et que nous, on aime bien avoir une radiographie standard. Ça fait partie de... Et je crois que dans la prescription, vraiment, la radio, tout le monde est d'accord. Ah, oui. C'est vrai, tu as raison, Julien, il faut rajouter que la radio... Les gens font des échographies, mais la radio, pour nous, c'est essentiel. Là, nous allons partir un petit peu sur le traitement médical. Donc, je vais laisser la parole au docteur Dib qui va nous expliquer le traitement médical dans ces tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Choukri, on t'écoute. Bonjour à tous. Donc, après avoir fait le diagnostic grâce aux examens cliniques et complémentaires, nous allons voir maintenant comment traiter médicalement ces lésions de la coiffe. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le traitement médical est toujours le traitement de première intention. Il peut être totalement curatif pour des patients bien précis, mais il est aussi indiqué à préparer un patient pour un geste chirurgical. L'objectif est de soulager le patient, d'assouplir une épaule raide, condition sine qua non avant tout geste chirurgical, sans oublier que le traitement médical n'a aucune action sur la cicatrisation tendineuse. Cette lésion continuera son évolution naturelle. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques? On commencera en général dans cet ordre et ensuite on verra en détail les plus importants, voire les plus prescrits. Alors, le repos qui consiste à mettre, comme son nom l'indique, l'articulation au repos. Il est vrai qu'il est plus simple quand ce n'est pas le bras dominant. Le but est d'éviter les mouvements répétitifs, les postures qui sollicitent largement les épaules que l'on voit dans certains métiers, comme par exemple les plaquistes. L'utilisation des antalgiques ou anti-inflammatoires, voire même les corticoïdes, reste très controversée. On a toujours traité les patients avec des antalgiques ainsi que des anti-inflammatoires, mais ces médicaments en général diminuent la douleur mais ne permettent jamais la guérison de la rupture. Actuellement, on évite autant que possible de les prescrire après une réparation chirurgicale. Il ne faut pas oublier bien sûr les contre-indications. Et puis, quelques auteurs ont reconnu que ces anti-inflammatoires ont apparemment une inhibition de la cicatrisation osseuse.
Les infiltrations sont assez régulièrement utilisées, surtout en cas de douleur persistante, voire même échec du traitement. L'infiltration se fait en sous-acromial, carrément dans la bourse. Il faut surtout éviter d'être en contact du tendon pour éviter, bien entendu, les effets délétères des corticoïdes. Et pour cela, je pense qu'il est préférable de prescrire sous écho ces infiltrations, voire radioguidées. Pour ce qui est du PRP, les infiltrations avec le PRP, autant pour le genou qui actuellement est beaucoup prescrit, ainsi que pour la chirurgie esthétique, pour l'épaule, ça débute, on va dire, très doucement. En tous les cas, les études révèlent qu'il n'y a pas de grande différence avec le corticosteroïde. À revoir. Pour ce type de traitement, pour le moment, il n'y a pas assez d'études scientifiques comparatives et donc pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. En ce qui concerne la physiothérapie et la rééducation, qui est très important dans la prise en charge des lésions de la coiffe pour une bonne récupération de la mobilité, je la laisse à mon collègue, le Dr Gozna, qui va vous en parler juste après. Alors, pour finir, quelles sont pour nous les indications des traitements médicaux? On l'a bien précisé qu'il est important de commencer par le traitement médical. En revanche, il y a la contre-indication au traitement médical curatif. L'exemple d'un sujet jeune, actif, motivé, qui a eu un traumatisme aigu de son épaule, une rupture qui est confirmée, peu d'atrophie musculaire, peu d'infiltration graisseuse. Le traitement médical dans ce cas-là n'est pas recommandé pour ce cas de figure. Et là, c'est une très bonne indication chirurgicale qui sera précoce. Le deuxième cas de figure, le traitement médical est aussi indiqué pour les ruptures partielles, voire complètes, dégénératives, atraumatiques et chroniques chez des sujets, on va dire, inférieurs à 65 ans. Et bien entendu, s'il y a un échec au traitement médical, on pourra y remédier chirurgicalement. Le troisième et dernier cas, chez un patient qui est beaucoup plus âgé, qui présente une rupture dégénérative, chronique, rétractée, une atrophie musculaire, une infiltration graisseuse, le traitement conservateur doit être au maximum proposé. Alors en conclusion, après une bonne compréhension de l'histoire naturelle de la maladie de la coiffe des rotateurs qui a considérablement progressé, le traitement médical conservateur reste prioritaire pour les ruptures dégénératives. L'objectif de ce traitement médical est le contrôle de la douleur avec tous les moyens thérapeutiques qu'on a vus, avec une bonne récupération de la mobilité grâce à la rééducation, de s'appuyer sur des examens complémentaires comme l'IRM qui apparemment aujourd'hui devient un gold standard, sans oublier les autres radios standards qui ne sont pas négligeables. Tout cela pour nous orienter vers une bonne thérapie. La chirurgie garde bien entendu ses indications. En plus des jeunes, c'est aussi tous les patients après un échec de traitement médical. Je vous remercie. Merci Choukri pour cette présentation. Nous allons enchaîner avec la présentation du Dr Gozlan et nous réservons un petit temps de discussion à l'issue de ces deux communications. Lazare, nous t'écoutons. Merci Anne, bonsoir à tous. La coiffe est une structure plurimusculaire et pluritendineuse dont le rôle est le contrôle actif de la stabilité de la tête humérale dans tous les mouvements de l'épaule. Cette structure intervient en coordination avec les muscles thoraco-scapulaires et thoraco-huméraux. Si l'on considère l'élévation du bras, on se rend compte qu'il nécessite une action musculaire qui est coordonnée à au moins 3 niveaux. Mobiliser l'humérus vers le haut va faire intervenir le deltoïde. Stabiliser la tête humérale sur la glène va faire intervenir la coiffe. Enfin, stabiliser et mobiliser la scapula va faire intervenir les muscles thoraco-scapulaires. Ceci nous oriente vers une conception et une prise en charge globale et non plus centrée sur la simple articulation scapulo-humérale. En dehors des traumatismes violents de l'adulte jeune, la pathologie de la coiffe est très liée au vieillissement. À tel point que nous pouvons qualifier les lésions de la coiffe de pathologie physiologique. Le vieillissement du tendon survient très tôt, dès la 2e ou 3e décade, par des lésions histologiques et aboutit à partir de la 5e décade à la rupture tendineuse. Ces lésions sont favorisées d'une part par la sédentarité qui fragilise le tendon et d'autre part par la surutilisation qui, de par la charge mécanique trop importante, va entraîner une désorganisation des fibres collagènes. À l'inverse, nous savons
que des contraintes adaptées et progressives renforcent le tendon. Ceci est à la base de la rééducation et des protocoles de prévention des lésions de la coiffe. D'autres facteurs concourent également à la fragilisation des tendons, parmi lesquels l'effet délétère des quinolones, du tabac, du diabète. Des théories physiopathologiques ont été énoncées, dont la plus connue est bien entendu le conflit sous-acromial de Neer. Ce conflit sous-acromial de Neer s'est enrichi récemment de nouveaux apports pour lesquels il est aujourd'hui énoncé des causes hautes, avec les différents types d'acromions, la présence d'un ostéophyte acromioclaviculaire, des causes intermédiaires, avec l'inflammation de la bourse sous-acromio-deltoïdienne ou la présence de calcification dans l'espace sous-acromial, enfin des causes basses, avec le décentrage antéro-supérieur de l'humérus qui est lié à un déséquilibre musculaire. Enfin, d'autres causes telles que la dyskinésie de la scapula, la rétraction du petit pectoral ou la rétraction de la capsule postérieure peuvent également favoriser le conflit. Donc, les causes sont multiples, intriquées, complexes. Elles nécessitent un bilan clinique très précis et une approche globale de la rééducation. La prise en charge rééducative peut être énoncée en 4 points. Gérer la douleur, récupérer les amplitudes articulaires, renforcer et équilibrer les stabilisateurs actifs, enfin, restaurer la fonction, dans cet ordre. Ceci dit, il ne s'agit pas d'appliquer une recette, la rééducation doit être adaptée à chaque patient. Après un bilan clinique précis, ce bilan clinique n'a pas pour objectif le simple diagnostic, mais surtout de rechercher des éléments qui concourent à la pathologie et qui peuvent être corrigés par la rééducation. Ainsi, on peut avoir des raideurs en fin d'élévation qui sont fréquentes dans ce type de pathologie, une raideur en rotation médiale qui va nous orienter vers une rétraction de la capsule postérieure, une douleur à la manœuvre de Job, douleur qui va régresser lors de la stabilisation des omoplates et qui va nous orienter vers une dyskinésie scapulaire. Enfin, une protraction du moignon de l'épaule qui va nous orienter vers une rétraction du petit pectoral. Voilà donc autant de signes qui nous permettent d'orienter la rééducation. La rééducation doit avoir un objectif en fonction de la nature des lésions, de l'âge du patient et de ses objectifs fonctionnels. On peut également avoir des objectifs d'étape, amélioration de la douleur par exemple, ou amélioration, récupération de la mobilité articulaire, etc. En plus des exercices et des mobilisations qui peuvent être faites par le kinésithérapeute, la rééducation s'appuie sur l'éducation thérapeutique qui va avoir pour objet de mettre en confiance, d'accompagner et de manager le patient. La rééducation s'appuie également sur l'autorééducation à tous les stades de la prise en charge. Elle va permettre de pérenniser les acquis. C'est essentiel pour avoir un résultat optimum et stable. Enfin, quelques questions fréquentes en rééducation. Donc, combien de temps va durer la rééducation? En moyenne, une vingtaine de séances. Ce qui est essentiel, c'est de réévaluer le patient. À quel rythme? 2 à 3 séances par semaine semble un rythme adéquat pour ce type de pathologie. Quid du repos? A priori, le repos n'est pas validé par les recommandations de la HAS. Ceci dit, je n'hésite pas, pour ma part, à le proposer aux patients à partir du moment où cette phase de repos n'est qu'une étape de la prise en charge. Enfin, rééducation et douleur. La douleur n'est pas en soi une contre-indication à la kinésithérapie. Je préconise pour ma part des exercices de rééducation pour des patients peu ou modérément douloureux. Je vous remercie. Merci Lazare. J'ai une question dans le chat. La question est la suivante. Quand vous parlez de repos, comment mettre une épaule au repos? Pour combien de temps? Pour quel geste? Ou pour tous les gestes? Alors, quand on met une épaule au repos, d'abord, il y a le délai. Combien de temps? Donc, en général, ça dépend de la douleur, 2 à 3 semaines. Sur quel geste? En général, c'est un peu comme pour les
comme pour les membres inférieurs, pour les prothèses, par exemple, ce qu'on dit aux patients, c'est le nombre de pas par jour qui est intéressant à considérer. Donc, c'est dire aux patients, si vous faites 100 pas dans la journée ou si vous faites 2000 pas dans la journée, c'est pas la même chose. De la même façon, pour le membre supérieur, c'est combien de fois ils utilisent le membre supérieur dans la vie de tous les jours. Et donc, leur dire de se mettre au repos, c'est justement d'utiliser, de pas trop utiliser. Quand on pose la question à certains patients, malgré la douleur, quand vous leur dites qu'est-ce que vous faites à la maison, certains vous disent je fais les vitres. D'autres vont vous dire je continue à jardiner ou je continue à voilà. Donc dire aux patients de se mettre au repos, c'est ça, c'est d'utiliser le moins possible leur membre supérieur et surtout le membre supérieur avec le compas ouvert, c'est-à-dire le membre supérieur étendu, loin du corps. Toujours dire aux patients d'utiliser le membre supérieur près du corps. Parce que le fait d'allonger le bras, donc on a tout le poids du bras sur l'épaule. Donc c'est ça l'idée, de mettre au repos l'articulation. Lazare, il y a aussi une petite question concernant si tu peux faire un commentaire sur le rôle de la balnéothérapie dans la rééducation de l'épaule. Alors, pour moi, la balnéothérapie est un adjuvant. Ceci dit, certaines équipes, notamment l'équipe lyonnaise à Santi, utilisent la balnéothérapie par exemple en post-opératoire très très vite. C'est-à-dire à deux ou 3 jours post-opératoire. Pour moi, c'est un adjuvant, notamment du fait que des piscines, il n'y en a pas partout. Et une rééducation à sec peut très bien être faite avec de très bons résultats. Merci Lazare. Excuse-moi Anne, je vais faire une remarque sur la question de Monsieur Antoine Cluzot, qui me donne un très bon exemple sur l'importance de la radio. Et c'est vrai que c'est un débat qu'on a eu ensemble quand on a préparé le webinaire. Moi, j'ai appris, pour moi, la radio fait quasiment partie de l'examen clinique. Parce que sur la radio, comme dit très justement Antoine Cluzot, vous pouvez voir des choses qui vont modifier votre examen clinique. Si vous voyez une arthrose carabinée, vous n'allez pas examiner votre épaule de la même manière. Si vous voyez un cancer, un sarcome, voilà, c'est vraiment quelque chose de capital. Voilà, je pense que c'était un très bon commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Julien. Moi, effectivement, la radiographie est indispensable pour toute pathologie de l'épaule. Régulièrement, on voit des patients en consultation qui viennent juste avec une IRM. Et donc, j'avais déjà fait un petit commentaire précédemment dans le webinaire pour souligner les limites de cet examen. Et c'est vrai que la radiographie nous guide. Moi, personnellement, je préfère d'abord examiner mon patient et puis faire un peu l'inspecteur mène l'enquête, savoir à quoi ça ressemble avant de regarder les examens complémentaires. De toute façon, la finalité, elle est la même. Examen clinique, examen paraclinique, radio et échographie en tête avant de pouvoir avoir une démarche diagnostique puis thérapeutique. Choukri, j'aurais une petite question pour toi. Tu nous as parlé du traitement médical avec les infiltrations. On imagine par exemple que tu décides de traiter un patient qui a une petite lésion de la coiffe des rotateurs. Est-ce qu'il y a un délai minimum à respecter entre le moment où tu vas faire une infiltration et poser une indication chirurgicale si jamais cette infiltration est inefficace dans la prise en charge des douleurs? Alors, la plupart des auteurs, c'est 3 mois. Le dernier article que j'ai lu aux États-Unis, maintenant ils ont jusqu'à 6 mois. 6 mois après une infiltration. Pas de chirurgie avant 6 mois. Et est-ce que tu fais une distinction entre les infiltrations sous-acromiales et les infiltrations intra-articulaires? C'est pas la même chose. Au niveau de la coiffe, c'est sous-acromial, bien sûr. Mais les infiltrations pour la chirurgie, oui, c'est entre 3 et 6 mois. C'est 6 mois aux États-Unis. Ici, je crois que c'est 3 mois. Que ce soit intra-articulaire ou sous-acromial. Ok. Alors, il y a aussi une question très importante, c'est que une de nos participantes nous pose la question si on opère toutes les ruptures de coiffe. Je pense que la fin était assez claire. Hein. Les seuls qu'on opère en urgence, précocement, ce sont les jeunes, c'est des coiffes pratiquement saines, c'est une rupture traumatique. Ça, il y a pas de discussion, on les opère assez rapidement. D'abord, on appelle ça une chirurgie précoce. Tout le reste, on n'opère jamais. D'abord, c'est un traitement médical. Et les études ont montré que lorsqu'ils ont fait des comparaisons entre une série de patients qui ont été traités par médicalement conservateur avec de la rééducation,
puis de chirurgie, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas pratiquement il n'y avait pas de différence, sauf que les gens qui ont été opérés, des fois il y a plus de complications par rapport au traitement médical. Mais c'est d'abord traitement médical avant traitement chirurgical, ça c'est sûr certain. Merci beaucoup, Choukri, pour cette réponse. Ça va nous faire parfaitement la transition avec la suite de nos présentations. Nous allons maintenant aborder le traitement des tendinopathies spécifiques. Et avant de parler de ces tendinopathies spécifiques, je vous propose un deuxième petit sondage, en particulier sur quelle attitude allez-vous adopter en cas de tendinopathie calcifiante. Faites-vous de première intention un traitement médical, deuxième proposition un traitement chirurgical et troisième proposition un traitement chirurgical en cas d'échec du traitement médical. Je vous incite à voter, allez-y et on enregistre au fur et à mesure vos réponses. Alors de prime abord, la tendance très fortement à 70%, c'est un traitement chirurgical après échec du traitement médical. On est à 75-25 sur ces propositions-là. Donc, je vais laisser la parole à Philippe Valenti, qui va donc nous présenter le traitement des tendinopathies calcifiantes. Philippe, nous t'écoutons. Oui, Alain Izrin étant souffrant, il m'a demandé de présenter son topo sur le diagnostic et le traitement des tendinopathies calcifiantes. Tout d'abord, le diagnostic, cette pathologie atteint le plus souvent les femmes, plutôt jeunes. Très souvent, c'est bilatéral. Il ne s'agit pas d'une pathologie dégénérative et c'est rarement associé à une rupture de la coiffe des rotateurs. Ça se présente cliniquement soit sous forme d'un tableau aigu, c'est-à-dire sans aucune notion de traumatisme. Vous vous réveillez le matin et vous avez une épaule extrêmement algique avec une impotence fonctionnelle complète. Ceci traduit souvent l'ouverture de la calcification dans l'espace sous-acromial. Parfois, le tableau clinique est plus chronique, c'est-à-dire que vous voyez des gens qui, depuis 1 ou 2 ans, présentent des douleurs intermittentes de l'épaule, parfois aiguës, résolutives spontanément, mais ça a tendance à se répéter. L'examen clinique retrouve une limitation de la mobilité quand vous les voyez dans la phase aiguë, avec une douleur à l'abduction, puisque la bourse sous-acromiale est souvent inflammatoire. Et vous avez le diagnostic radiologique. C'est ça l'un des messages. C'est premier message, vous avez une douleur très aiguë, faites une radiographie systématiquement et vous allez découvrir très souvent une calcification. Elle peut être parfaitement délimitée comme le type A, soit fragmentée, soit plus difficile à traiter sous forme de petites calcifications dans les tendons, les types C, qui sont des véritables tendinopathies difficiles à traiter. Parfois, elle se localise dans le sous-scapulaire. Vous pouvez faire aussi une échographie qui va confirmer la radio, mais le traitement est avant tout médical. Et vous voyez, c'est encore le repos, les anti-inflammatoires, la rééducation. Parfois, quand les douleurs sont extrêmement aiguës, vous pouvez faire sous échographie 1 ou 2 infiltrations sous-acromiales pour calmer la douleur. Vous pouvez aussi demander au radiologue, dans les formes très aiguës où la calcification est plutôt molle, de la ponctionner, faire des petites ponctions dans la calcification pour qu'elle s'évacue toute seule. Surtout, ne demandez pas de trituration. La trituration, ça veut dire quoi? C'est l'aiguille qui triture le tendon et qui peut aboutir à une atteinte tendineuse très douloureuse. Et on s'est aperçu que le traitement chirurgical dans ces échecs de trituration aboutissait à un mauvais résultat. Donc, il faut laisser la nature faire dans les calcifications. Très souvent, ça se résorbe. Sinon, on aide un petit peu à un effet antalgique avec 1 ou 2 infiltrations sous échographie. Vous voyez que pour notre part, nous faisons de première intention toujours un traitement médical. Et dans 80 à 90% des cas, eh bien, la calcification s'ouvre dans l'espace sous-acromial et se résorbe toute seule. Pour notre part, on propose l'arthroscopie dans les formes après 12 mois, 12-18 mois. Les gens vous décrivent 1 ou 2 épisodes douloureux. Dans les types A ou B, on enlève la calcification. Ça veut dire quoi? On incise le tendon sous arthroscopie et avec une curette, on évacue la calcification et on fait une petite bursectomie associée. Dans les types C, c'est beaucoup plus compliqué. On a tendance à faire en plus une acromioplastie, un peignage tendineux et on a des résultats qui ne sont pas forcément toujours très bons. Alors en conclusion,
la calcification se présente très souvent sous la forme d'une épaule douloureuse aiguë chez une femme jeune et il faut faire une radiographie. C'est encore un message simple et une échographie. Mettre le bras au repos avec une petite attelle, anti-inflammatoire, antalgique, rééducation. Et si effectivement, au bout de quelques temps, il y a des récidives, vous revoyez le patient. À ce moment-là, vous pouvez lui proposer une ablation de calcification sous arthroscopie. Voilà le message que voulait vous transmettre Monsieur Isra. Merci Philippe. Je te laisse peut-être enchaîner sur le traitement des lésions partielles de la coiffe des rotateurs et nous ferons une session de discussion à la fin des traitements chirurgicaux. Voilà, donc le sujet est cette fois-ci la lésion partielle de la coiffe des rotateurs et quelle est la place de la chirurgie. Tout d'abord, la définition d'une lésion partielle. Elle peut être profonde, c'est-à-dire que la face profonde du tendon est atteinte. Elle peut être superficielle, c'est-à-dire la face superficielle du tendon est ulcérée, ou elle peut être intratendineuse. Et déjà, on va en parler tout de suite. L'intratendineuse, on a tendance maintenant à ne plus les opérer et faire des injections de PRP sans qu'on sache encore le pourcentage de succès. Quand l'atteinte est superficielle articulaire, on a différencié 3 grades en fonction de l'épaisseur de l'ulcération, ce qui est parfaitement visible sur l'IRM ou l'arthro-IRM. Grade 1, grade 2, 25% du tendon atteint dans le grade 1, entre 25 et 50% de l'épaisseur du tendon atteint, et grade 3, plus de 50%. Donc c'est ça la définition. Souvent les patients se présentent avec une douleur. À la radiographie, parfois vous avez un acromion un petit peu saillant, comme si la coiffe frottait sous l'acromion. Vous voyez souvent les gens avec une échographie, où l'échographie permet très clairement de faire le diagnostic. Si on a un arrière-pensée médical ou chirurgical, surtout, nous avons tendance à faire une IRM, voire une arthro-IRM, et vous voyez ici parfaitement la lésion de la face profonde, la lésion de la face superficielle, et ici une lésion qui est quasi transfixiante. Il faut savoir que le biceps est à proximité de la face profonde de la coiffe, et très souvent, vous avez des patients qui ont une douleur sur le trajet du long biceps. Donc, lésion partielle de la face profonde de la coiffe est souvent associée à une douleur du biceps. Vous savez que 50% des douleurs de l'épaule sont liées au long biceps. Donc, ça fait partie, comme l'a dit Julien, de l'examen clinique, c'est extrêmement important. Les lésions partielles dans la population, vous voyez, c'est pas si rare que ça, c'est entre 15 et 32%. Donc, c'est assez fréquent dans vos consultations. Soit c'est des lésions dégénératives chez les personnes qui ont plus de 50 ans. Ça peut être des lésions traumatiques. Le cas typique, c'est la chute de ski, que vous ne voyez pas un mois après, mais vous la voyez 3 mois après, voire 6 mois, voire 1 an après, avec une épaule toujours douloureuse. Ou soit c'est des sportifs, en particulier les athlètes lanceurs, le tennisman, les athlètes qui lancent, il y en a beaucoup, les ballons, c'est 40% de lésions partielles. Donc vous voyez, dans votre consultation, c'est assez fréquent. Alors les cas particuliers, c'est les patients qui ont fait une chute de ski, par exemple, que vous voyez après 12 mois, avec une lésion ici quasiment transfixiante, vous voyez, pratiquement il ne reste plus rien. C'est une indication de réparation arthroscopique. Par contre, les sportifs lanceurs jeunes, ou les jeunes que vous voyez à 20 ans, qui ont déjà beaucoup d'activités sportives, de lancer, très souvent il s'agit d'un conflit postéro-supérieur, particulier au tennis, et il faut être avant tout conservateur. Un athlète de très haut niveau, si vous l'opérez rapidement, il ne pourra jamais retrouver son niveau. Donc il faut vraiment l'adresser aux rééducateurs, aux entraîneurs, réadapter son geste et essayer d'être conservateur le plus possible. Un petit débridement arthroscopique éventuellement, mais si vous avez à réparer le tendon chez un sportif lanceur, très souvent il ne reprend pas ses activités sportives. Alors quelles sont pour nous nos indications chirurgicales? Quand l'atteinte porte sur moins de 50% de l'épaisseur du tendon, on fait sous arthroscopie un débridement, une acromioplastie quand l'atteinte est superficielle. Quand l'atteinte est profonde, et plus le sujet est jeune, eh bien on a tendance à plaquer le tendon in situ et faire une ténodèse du biceps. Quand c'est plus de 50%, la question ne se pose plus. Après échec du traitement médical, il faut réparer le tendon
et souvent faire une ténodèse du biceps, voire une acromioplastie dans les lésions superficielles. Là, c'était une étude récente qui a montré que les facteurs prédictifs de la chirurgie versus traitement conservateur, on s'aperçoit que c'est des patients de plus de 50 ans, peu de comorbidité, lésions superficielles, intra-articulaires ou sous-acromiales, et échec d'un traitement conservateur. Quand vous leur proposez la chirurgie, vous avez des bons résultats. Il y a des controverses, toujours en chirurgie, vous savez, on n'est jamais d'accord, que ce soit les définitions ou les attitudes, et on s'aperçoit que quand la teinte porte sur moins de 50%, il est difficile de faire le choix entre le plaquage ou la résection complète du tendon et la réparation. On voit que des publications vont dans un sens ou dans l'autre. Toujours est-il qu'en cas d'échec d'un traitement conservateur, plus le sujet est jeune et plus il faut restaurer l'anatomie et réparer le tendon. Le débridement ne suffit pas sur les sujets jeunes. En conclusion, c'est pas si rare. Vous voyez, douleur de l'épaule. Le diagnostic, c'est toujours pareil, radiographie et RM. On sera avant tout conservateur. On confie le malade au rééducateur qui, avec l'entraîneur, modifie le geste, essaye de diminuer les douleurs, de permettre aux gens de continuer leur activité sportive. Et s'il y a un échec de traitement conservateur, eh bien nous, on fait une arthroscopie. Globalement, moins de 50%, plus de 50% du tendon, on répare le tendon. Entre moins de 25%, on a tendance à faire des débridements. Et n'oubliez pas le biceps, car il ne suffit pas de réparer les tendons, il faut aussi très souvent faire une ténodèse du biceps si vous voulez avoir un excellent résultat. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Philippe pour cette communication. Je vous propose juste une petite aparté avant d'enchaîner sur le traitement chirurgical des ruptures de coiffe. En fait, Lazare, j'ai pas mal de questions concernant l'indication et la place du traitement par onde de choc dans le cadre des tendinopathies calcifiantes. Est-ce que tu peux apporter quelques précisions? Pour moi, très peu d'indications. Comme vous le savez, donc les calcifications ont leur propre histoire, hein, et en général, elles se résolvent d'elles-mêmes, parfois sous forme d'une grosse inflammation douloureuse. Pour ma part, je ne le fais pas. Je ne pense pas qu'il y ait. J'ai pas regardé la littérature récente. Pour moi, je ne le fais pas parce que ça peut aussi causer des douleurs qui peuvent aussi évoluer vers une capsulite. Et là, on rentre dans des problèmes encore plus importants. Merci Lazare. Philippe, aurais-tu un commentaire par rapport à ça? Oui, nous on voit vraiment les calcifications. C'est rare qu'on les voit dans les formes aiguës. On les voit souvent dans les formes chroniques. Et c'est vrai que les gens, ils ont eu une série, parfois ils ont eu des ondes de choc, des ultrasons, etc. Mais il est impossible pour nous de se faire une idée de l'efficacité des ondes de choc. Parce qu'on ne voit que les cas qui n'ont pas marché. Donc, ceci dit, moi, de principe, je ne prescris pas l'onde de choc parce que les patients ont très mal. C'est un traitement très douloureux. Et nous, l'épaule, notre but, c'est de ne pas avoir de douleur. Donc, ça ne fait pas partie de mes prescriptions. Petite question en passant, est-ce que pour toi, toutes les tendinopathies calcifiantes sont douloureuses? Non, il y a quelques types C qui ne sont pas douloureuses. Moi, je pense que la douleur, essentiellement, vient quand la calcification s'ouvre dans l'espace sous-acromial. Et que très longtemps, vous pouvez avoir une calcification non douloureuse et que tout d'un coup, elle se manifeste douloureuse car elle s'est évacuée dans l'espace sous-acromial. Le meilleur exemple, c'est une chute. Quelqu'un fait une chute, vous faites une radio et vous découvrez non pas une fracture, mais une calcification. Et les gens ont mal. Donc pour moi, la douleur de la calcification est liée à l'ouverture dans l'espace sous-acromial. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a un certain nombre de calcifications qu'on découvre de façon fortuite parce qu'on fait une radiographie et pour une autre raison, en cherchant un autre diagnostic, et on voit ces calcifications qui sont pas forcément douloureuses et qui ne correspondent pas au diagnostic qu'on cherche. Moi, j'ai une petite question aussi pour toi. Quelle est la corrélation que tu as entre tendinopathie calcifiante et capsulite rétractile?
Ouais, moi, les tendinopathies calcifiantes que je vois ne font pas de capsulite parce que c'est la douleur qui limite la mobilité, mais j'ai très peu de capsulites. Les capsulites, elles surviennent, et ça avait été parfaitement démontré en post-opératoire. Je Pourquoi? suis Parce tout à que fait d'accord avec toi. Voilà. Pourquoi? Parce que en post-opératoire, normalement, il y avait même une étude à Nancy qu'avait montré Daniel Mollet. Il avait fait une série d'arthroscopies où il avait été uniquement dans l'espace sous-acromial et une série d'arthroscopies où il avait été aussi en espace intra-articulaire pour vérifier s'il n'y avait pas autre chose. Et il s'est aperçu que dans le groupe où il a mis l'arthroscope en intra-articulaire, il y avait beaucoup plus de capsulites post-opératoire. Donc c'est très intéressant et je pense que moi, je ne vais plus du tout voir dans l'articulation quand j'enlève une calcification. Il faut faire confiance à l'IRM et je ne sais pas si tu fais pareil, mais je pense qu'on a beaucoup moins de capsulites post-opératoires de cette façon-là. Moi, j'ai noté le même lien entre capsulite et tendinopathie calcifiante traitée en post-opératoire. Encore une petite question du chat. Comment tu fais le diagnostic d'une capsulite rétractile? Est-ce que c'est juste un examen clinique ou est-ce que tu vas plus loin dans l'imagerie style IRM? Ah non, ça, je crois qu'on est tous d'accord, hein, les chirurgiens d'épaule. La capsulite rétractile, c'est une limitation de la mobilité passive. Voilà, c'est-à-dire que c'est des gens qui montent à 100 degrés en actif, et quand vous mobilisez l'épaule, c'est toujours 100 degrés. Donc c'est un diagnostic avant tout clinique. Alors après qu'on veuille essayer de trouver une étiologie à cette capsulite rétractile, là on peut faire une IRM, mais le diagnostic est clinique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'irai plus loin. Il est très important de faire le diagnostic de la capsulite très tôt pour pouvoir justement traiter et avoir les meilleurs résultats et pas attendre l'installation de la raideur. Et donc, des patients qui ont mal sur la première phase de la capsulite avec des raideurs modérées, et il est très important à ce moment-là de faire le diagnostic. Et parfois, pour ces patients, l'échographie ou parfois l'IRM peut être intéressante pour justement affirmer le diagnostic, en tout cas le confirmer. Une petite question encore pour toi, Philippe, qui vient du chat. Est-ce qu'il existe un risque de rupture complète du tendon si on fait une infiltration sous-acromiale dans le cadre d'une rupture partielle? Alors tout d'abord, moi je confie aux radiologues les infiltrations parce que je souhaite que ça soit fait sous contrôle échographique ou radiographique. Donc si c'est en dehors du tendon, il n'y a aucun risque d'entraîner une rupture partielle. Il ne faut surtout pas faire d'infiltration à l'aveugle, et ça on en voit beaucoup par les rhumatologues ou les généralistes. Je ne vais peut-être pas me faire de copains, mais ce n'est pas grave. Il faut absolument avoir des actes thérapeutiques guidés. C'est ce qu'on fait en chirurgie et c'est ce que tout le monde doit faire. Et d'ailleurs, quand on explique très bien aux patients ça, ils sont très contents parce qu'ils ont parfois souvenir d'infiltrations à l'aveugle extrêmement douloureuses. Hein, donc, je crois que toute l'équipe adresse les malades aux radiologues pour faire des infiltrations. Oui, je suis d'accord avec toi. Le fait de les faire guider par radiographie ou échographie permet en fait de garantir une infiltration de qualité et effectivement peu ou pas iatrogène. Lazare, j'ai encore une petite question pour toi qui vient du chat. En cas de capsulite rétractile, est-ce que tu fais une infiltration de première intention? Non, je ne fais une infiltration que pour les patients qui ont vraiment très mal. Quand la douleur est vraiment importante, qui devient insomniante, à ce moment-là, je fais une infiltration, mais pas du tout systématiquement. Ok, merci beaucoup. Le temps avance, donc nous allons avancer dans les présentations et nous allons écouter le docteur Bougueroui concernant le traitement chirurgical des ruptures de coiffe. Omar, on t'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Diagnostic de rupture de coiffe confirmée. L'indication chirurgicale se pose selon plusieurs diagnostics, selon plusieurs critères cliniques et radiologiques propres à chaque patient. La condition la plus importante à l'obtention d'un très bon résultat clinique post-opératoire est d'opérer l'épaule en l'absence de raideur, comme on vient de le dire, toujours après une rééducation bien conduite, permettant des antidouleurs articulaires préopératoires complètes, sauf dans les cas de rupture traumatique récentes, qui nous arrive d'opérer assez rapidement. En cas de capsulite rétractile,
doit être digérée jusqu'à la récupération d'une épaule totalement souple avec des mobilités passives complètes. Donc, la capsulite doit être totalement soignée avant l'intervention. Les ruptures traumatiques peuvent être opérées assez rapidement et permettent souvent de très bons résultats cliniques. Les ruptures dégénératives doivent d'abord faire l'objet d'un traitement médical, en particulier chez les patients de plus de 65 ans ou en cas de comorbidité. La présence d'une atrophie musculaire, des fossus et infraépineuses témoignent souvent d'une rupture ancienne avec dégénérescence veineuse importante, ne se prêtant souvent pas à une réparation chirurgicale simple. De même que la présence d'une ascension de la tête tumérale sur les radiographies, avec ou sans arthrose, d'où l'importance encore une fois de la radiographie. Une rétraction tendineuse au-delà de la tête tumérale, c'est-à-dire à partir d'un stade 3, laisse supposer une certaine difficulté, une réparation complète de la rupture et peut faire discuter une stratégie chirurgicale différente. De même qu'une atrophie musculaire ou une dégénérescence veineuse trop avancée, en particulier lorsque le volume de graisse est supérieur ou égal au volume de fibres musculaires. L'évaluation précise du tableau clinique et radiologique permet une planification à la carte selon le patient, avec l'association à d'autres gestes chirurgicaux qui participeront également au résultat clinique final. Par exemple, une sténotomie avec ou sans ténodèse, une tendinopathie bicipitale souvent associée, comme on disait, une acromioplastie pour décomprimer l'espace sous-acromial, une résection acromoclaviculaire en cas d'arthropathie acromioclaviculaire symptomatique, et très rarement un transfert tendineux en cas de rupture massive irréparable. L'intervention se fait toujours sous arthroscopie, le membre supérieur placé en traction ou sur un bras articulé, afin de faciliter l'accès à l'articulation et à l'espace sous-acromial. Plusieurs incisions placées avec précision permettent le passage de la caméra, des instruments et du matériel de réparation tendineuse. L'intervention se fait sous anesthésie générale et est précédée d'une anesthésie loco-régionale par un bloc interscalénique qui est réalisé sous échographie par nos amis anesthésistes et qui permet d'obtenir un effet analgésique en 24 à 48 heures après l'intervention. La gestion de la douleur est une priorité dans la prise en charge de nos patients, aussi bien pendant qu'après l'hospitalisation. Voici un exemple de rupture de coiffe vue sous arthroscopie. Il s'agit d'une rupture rétractée à l'avant de la tête tumérale, c'est un stade 2, qui se réduit parfaitement en tirant dessus avec cette pince arthroscopie. La réparation se fait idéalement par deux d'encre osseuse, une première rangée médiale, comme vous voyez ici, à la jonction os-cartilage, grâce à deux encres, une ou deux encres selon la taille de la rupture, qui sont introduites dans l'os et qui sont montées par câbles de fil et bandelettes résistants, qui sont passés dans le tendon grâce à cet instrument spécifique. Le nombre de fils passés dans la coiffe dépend de la taille de la rupture, vont aller de 2 à 8, voire plus dans les ruptures très larges. Une deuxième rangée d'encre qui va être placée plus latéralement au niveau de la tête de l'humérus, va permettre une fixation solide des fils et des bandelettes avec un plaquage de la coiffe en position anatomique, comme vous pouvez le voir ici. Introduction de l'encre qui est impactée et vissée et qui permet une tenue osseuse très satisfaisante qui va permettre la cicatrisation tendineuse et une réparation parfaitement anatomique et étanche et la rupture de coiffe totalement réparée. L'intervention se termine par une acromioplastie, mettre une de l'espace sous-acromial, notamment par la réduction des becs osseux sous-acromiaux. Je vous remercie. Merci Omar pour cette présentation et nous allons écouter de nouveau le docteur Gozlan pour la rééducation post-opératoire après réparation de coiffe sous arthroscopie. Merci. Alors, une des innovations récentes de la prise en charge des épaules opérées est le protocole RAC. Donc, la récupération améliorée après chirurgie de l'épaule est une innovation organisationnelle qui associe chirurgiens, anesthésistes et rééducateurs.
Le protocole de soins est mis en place en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire, avec pour objectif, en tout cas pour la rééducation, de rendre le patient acteur de ses soins en utilisant l'éducation thérapeutique et l'autorééducation, en plus de la gestion de la douleur. Concernant l'immobilisation, nous utilisons donc un coussin d'abduction à 20-30 degrés en rotation indifférente. La durée d'immobilisation est habituellement de 6 semaines. Et pour nous, on utilise donc l'autorééducation pendant ces 6 premières semaines, notamment dans le cadre donc de cette RAC. La rééducation à proprement parler post-opératoire se déroule avec les mêmes principes que précédemment, c'est-à-dire d'abord un travail passif, puis un travail actif et enfin un travail contre résistance. Donc habituellement, on dit 6 semaines de travail passif, 6 semaines de travail actif avant de commencer un travail contre résistance à partir de la fin du 3e mois. Pour moi, je mets des objectifs à chaque phase et je ne passe à la phase suivante qu'après, si vous voulez, que la première phase ait été accomplie, si on peut dire. Donc le travail passif, on se donne comme objectif d'atteindre le zénith, c'est-à-dire entre 130 et 150 degrés d'élévation, avant de débuter le travail actif et de ne débuter le travail contre résistance que lorsque la mobilisation active fonctionnelle est acquise. Ce qui est habituellement sur ces délais-là, 6 semaines pour le travail passif et 3 mois pour le travail actif. Voilà, je vous remercie. Merci Lazare. Nous sommes parfaitement dans les temps. Il est 20h01 et je félicite tous les orateurs pour avoir respecté ce temps. Je vous propose de garder encore 5 ou 10 minutes de discussion parce qu'il y a encore des questions dans le chat et notamment une question pour Philippe concernant l'évolution des lésions partielles. Quelle en est l'évolution naturelle et est-ce qu'elles évoluent toujours vers une rupture complète et est-ce qu'elles présentent plus de risques d'omarthrose? L'évolution naturelle des ruptures partielles reproduit à peu près l'évolution naturelle des ruptures complètes. C'est vrai que les études chirurgicales, en particulier, il y a une étude américaine qui avait étudié les ruptures du sus-épineux et qui nous avait montré que les ruptures antérieures partielles évoluaient alors que les ruptures postérieures partielles n'évoluaient pas. Ceci est défini par l'anatomie. Il y a un câble antérieur qui tire sur le sus-épineux. Effectivement, les ruptures antérieures ont tendance à évoluer vers des ruptures complètes. Quelqu'un qui a 50 ans, qui a une rupture partielle de la partie postérieure du sus-épineux, que ce soit intra-articulaire ou superficielle, moi, s'il n'a plus de douleur après la rééducation, je le surveille avec des IRM de contrôle tous les ans. C'est-à-dire que j'ai été surpris de voir que certaines parties de la coiffe des rotateurs, en particulier la partie moyenne, la partie postérieure du sus-épineux, la partie antérieure du sous-épineux, les ruptures partielles évoluaient beaucoup moins que d'autres localisations. Et ça fait l'objet d'une étude IRM de contrôle à 1 an. C'est tout à fait défini par la traction sur les tendons. Donc, c'est vrai que l'évolution naturelle des ruptures partielles, ce n'est pas toujours les ruptures complètes. Et je pense que dans le futur, on va évoluer vers des procédés de cicatrisation pour des petits trous qui ne sont pas dans des zones de traction et qui ne seront donc pas chirurgicales. Et y a-t-il une corrélation entre ces lésions partielles et le risque d'arthropathie gléno-humérale? Moi, j'ai pas retrouvé ça. J'ai pas retrouvé. J'ai rien lu là-dessus non plus. Je vois pas trop. Le problème, c'est que vous pouvez avoir de l'arthrose si vous réparez et qu'en secondaire, on a une capsulite et des complications des réparations partielles. Il faut savoir que la chirurgie des réparations partielles demande une récupération très longue. Quand vous opérez un jeune patient de 30 ans qui a une rupture de la face profonde, souvent, il faut 6 à 12 mois pour récupérer, contrairement à une rupture complète. Alors, ça, c'est l'expérience de tout le monde. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je préfère réparer une rupture complète qu'une rupture partielle.
Omar, une question pour toi. Peux-tu nous donner des précisions sur le taux de re-rupture après réparation chirurgicale? Alors, le taux de rupture dépend bien entendu du type de rupture, de la taille de la rupture, également de la tenue osseuse des ancres. Dans la littérature, il est rapporté un taux qui peut aller de 5 à 30% de re-rupture à moyen et long terme. Et ce qui est rapporté, c'est que malgré le fait que la coiffe soit re-rompue, le patient n'est pas forcément symptomatique par sa force, mais la douleur, il est nettement amélioré au niveau de la douleur et donc toutes les ruptures ne sont pas réopérées. Quel délai as-tu entre l'intervention chirurgicale et la reprise du travail? Alors, ça dépend ça dépend de la profession du patient. C'est sûr qu'un patient qui a une activité de bureau et qui ne sollicite pas ses épaules pour reprendre assez rapidement, actuellement avec le télétravail, certains patients peuvent reprendre quelques semaines après l'intervention. Pour un travailleur qui est plutôt manuel ou un travailleur de force, on attendra plutôt 4 à 6 mois après l'intervention et l'assurance que la cicatrisation. Petite question technique concernant les encres de réinsertion. Est-ce que tu utilises des encres résorbables? Et si tu utilises ces encres résorbables, elles se résorbent en combien de temps? Alors, on a plusieurs types d'encres. Donc certaines encres utilisent effectivement un biomatériau qui peut être résorbable en général. Le laboratoire nous annonce un délai de 2 ans. Et d'autres, on utilise également pour les encres que j'ai montrées dans la vidéo, avec certaines qui sont une coiffe en titane, et donc bien sûr qui n'est pas résorbable. Actuellement, il existe des encres hilaires, c'est-à-dire des encres qui sont fabriquées à base de tissus et qui sont introduits dans l'os, qui permettent une très bonne équipement et qui ne sont également pas résorbables. Merci beaucoup, Omar. Je crois que on a fait l'ensemble des questions du chat. Notre webinaire va se terminer ici, parfaitement en temps, et vraiment je remercie tous les orateurs d'être présents avec nous ce soir et d'avoir participé à ce webinaire avec autant d'enthousiasme. J'espère que celui-ci a répondu à vos attentes et qui vous aidera à mieux comprendre finalement cette pathologie si fréquente mais pas toujours facile à diagnostiquer et à améliorer la prise en charge de vos patients qui se présentent avec une douleur d'épaule. Il me reste à vous souhaiter un très bon été et à vous donner un rendez-vous en septembre pour une mise au point sur les entorses du poignet, puis en octobre pour un focus sur les douleurs de la colonne du pouce. Nos webinaires internationaux en anglais reprendront au mois de novembre sur le traitement chirurgical du membre supérieur spastique et ce sera le docteur Caroline Leclerc qui sera en charge de cette session. Vous pouvez tout à fait nous suivre sur notre site internet où vous trouverez tous les replays et ainsi que sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous remercie de votre attention. À très bientôt.